été présenté au gouvernement par le ministre de la Justice. Voyons tout ça avec Mamadou Alpha Baldé. Conseil présidé par le chef de l'État, plusieurs décisions importantes sont prises pour le bon fonctionnement de l'administration. Des décisions relatives au respect du principe de délégation du pouvoir dans les départements ministériels, la lutte contre la sédentarisation des fonctionnaires à leur poste, l'informatisation de l'administration publique et la lutte contre la coupe abusive du bois dans le pays. Des mesures dont l'application est instruite par le président de la République. Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement de veiller au respect des attributions des membres des différents cabinets ministériels. Il a particulièrement insisté sur les règles prévalant en matière de délégation de pouvoir et sur la notion de responsabilité des ministres ordonnateurs de leur budget. Il a invité le gouvernement à éviter la sédentarisation des fonctionnaires à leur poste pour permettre une plus grande mobilité et un renouvellement des compétences. Il a précisé que ces mesures strictement réservées à la consommation locale ne doivent en aucun cas favoriser la reprise de la coupe du bois. Le président de la République a instruit le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique d'accélérer l'informatisation de l'administration publique. Autre question débattue ce jeudi par le Conseil des ministres, le régime juridique des établissements pénitentiaires en Guinée. L'occasion pour le ministre de la Justice de présenter le projet de décret portant définition et catégorisation des établissements pénitentiaires. Un projet qui garantit les droits des enfants et des personnes vulnérables. Le ministre a soutenu que le présent projet de décret définit les établissements pénitentiaires et les classe en 3 catégories: les maisons centrales, les maisons d'arrêt et de correction, les centres de rééducation et de réinsertion socio-professionnelle des mineurs. Il a ajouté que le projet intègre également la protection des droits humains découlant des dispositions du Code de procédure pénale et des conventions internationales en punissant la détention arbitraire. Pour la bonne gestion des prisons en Guinée, Maître Cheikh Sako a soumis un second projet de décret portant statut du personnel de l'administration pénitentiaire. Statut qui recommande, entre autres, la dotation du personnel de l'administration pénitentiaire d'armes individuelles de poing conformément à la réglementation en vigueur. Le ministre a précisé que la question du personnel de l'administration pénitentiaire s'est posée depuis 1984, date à laquelle la gestion des prisons a été rattachée à son département. Il a rappelé que la garde républicaine dotée du statut paramilitaire et relevant du ministère de l'Intérieur a poursuivi la mission de gestion et de surveillance des établissements pénitentiaires. Suite aux attaques rebelles en 2000, cette unité a été reversée dans l'infanterie de l'armée de terre et déployée à l'intérieur du pays pour la défense du territoire. Le ministre a justifié que pour combler le déficit, son département a été amené à faire appel aux bénévoles non rémunérés, sans qualification ni formation, ce qui démontre l'urgence de doter ce personnel d'un statut fixant sa carrière. Un comité interministériel devrait être constitué pour s'assurer de la cohérence des 2 textes avec le cadre juridique national et international. J'ajoute qu'avant de lever la séance, le président de la République a informé le Conseil de l'arrivée ce jeudi 7 juillet du président de la Banque africaine de développement à Conakry, et le 16 de ce mois se tiendra un mini-sommet consacré à l'énergie en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et puis, je vous l'annonçais à l'instant, une série de décrets du président de la République, décret D 2016-209, PRG/SGG, portant nomination de hauts cadres au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Dr Mohamed Hadi Bari, confirmé. Chef de cabinet, ambassadeur Ahmed Tidiane Sako, confirmé. Conseiller politique, ambassadeur Ibrahima Chérif Haïdara, confirmé. Conseiller juridique, Monsieur Aboubakar Demba Kamara, précédemment directeur adjoint de la direction des organisations internationales. Conseiller économique, Monsieur Oumar Sissé, précédemment inspecteur général adjoint. Conseillère chargée de mission, Madame Agnès Touré, en service au ministère. Directeur des organisations internationales, ambassadeur Sekou Kamara, confirmé. Directeur adjoint des organisations internationales, Monsieur Sangban Diarra, en service au ministère.
Directeur Afrique, Asie, Moyen-Orient, ambassadeur Cheikh Ahmed Kamara, ancien ambassadeur. Directeur adjoint Afrique, Asie, Moyen-Orient, M. Boanang Fangamou, précédemment chef section à la DAMO. Directeur Europe, Amérique, Océanie, Madame Aminata Koïta, précédemment directrice adjointe à la direction Europe, Amérique, Océanie. Directeur adjoint Europe, Amérique, Océanie, M. Keleti Famatouré, précédemment sous-directeur du Centre de formation et de perfectionnement en diplomatie. Directrice des Guinéens de l'étranger, Madame Aminata Kamara, ancienne chef de cabinet au ministère délégué aux Guinéens de l'étranger. Directeur adjoint des Guinéens de l'étranger, M. Mamadou Saïtiou Bari, précédemment conseiller chargé de mission au ministère délégué aux Guinéens de l'étranger. Directeur du protocole, M. Aboubakar Sidi Konaté, confirmé. Directeur adjoint du protocole, M. Mohamed Dramé, confirmé. Directeur des affaires consulaires et juridiques, Madame Aïssata Bangoura, précédemment sous-directrice à la direction des affaires consulaires et juridiques. Directeur adjoint des affaires consulaires et juridiques, Monsieur Mohamed Kamara, précédemment directeur adjoint Afrique, Asie, Moyen-Orient. Directeur du Centre de formation et de perfectionnement en diplomatie, ambassadeur Mohamed Bil Kamara, confirmé. Directeur adjoint du Centre de formation et de perfectionnement en diplomatie, Monsieur Laïnessé Doré, précédemment inspecteur général adjoint. Directeur du Bureau de stratégie et de développement, Monsieur Abdoulaye Baldé, précédemment directeur des affaires juridiques et consulaires. Directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement, Monsieur Ibrahima Khalil Touré, confirmé. Inspecteur général, Monsieur Jean-Pierre Diawara, confirmé. Inspecteur général adjoint, Dr Almami Ibrahima Sek, précédemment directeur adjoint du CEFOPED. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 7 juillet 2016, professeur Alpha Condé. Et puis cet autre décret portant nomination de haut cadre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Dr Binko Madi Touré, précédemment recteur du centre universitaire de Zérékoré. Chef de cabinet, Madame Zeynab Kamara, précédemment directrice des communautés et conformités à Rio Tinto. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 8 juillet 2016, professeur Alpha Condé. C'est officiel, le projet d'extension de la compagnie de bauxite guinéenne CBG sera réalisé très prochainement. La compagnie vient d'obtenir un prêt pour le financement du plan. L'annonce a été faite lors du 83e conseil d'administration de la CBG tenu récemment à Paris. C'est un récit de Kabakondé. Paris, la capitale française, a abrité le 30 juin dernier la 83e session du conseil d'administration de la CBG, placée sous la présidence de M. Abdoulaye Magasouba, ministre guinéen des Mines et de la Géologie. Ce conseil a largement discuté du plan d'extension de la compagnie des bauxites de Guinée aux fins d'augmentation de la production minière. Un plan d'extension financé à hauteur de 643 millions de dollars. Cette session du conseil d'administration a porté essentiellement sur la revue des activités de la société, non seulement sur l'année 2015, mais sur le premier semestre de cette année. Et nous avons encouragé et félicité les différents acteurs pour les résultats atteints par la société. La session a aussi porté sur le projet d'extension qui entre dans une phase critique puisque, comme vous le savez, le projet d'extension a bénéficié de l'approbation de financement non seulement de la Société financière internationale, AFC, de l'OPIC, mais aussi de l'IFK au niveau de l'Allemagne. Et ces approbations permettent à la société de déjà réaliser la première phase du projet de plus de d'environ 650
millions de dollars, mais aussi d'entrevoir avec beaucoup d'espoir la réalisation de la deuxième phase. Les défis, c'est vraiment l'exécution du projet dans les délais et le respect des exigences. Il y a beaucoup d'exigences qui s'attachent à ce financement, des exigences sur le plan environnemental, des exigences sur le plan social, mais aussi des exigences de transparence dans l'exécution de ce financement. Pour les excellents résultats obtenus au cours des périodes de sous-revue, l'équipe de direction de la CBG a reçu les chaleureuses félicitations de ce 83e conseil d'administration de la CBG ici à Paris. Conakry est sale comme jamais alors que la ville était qualifiée de perle de l'Afrique il y a une trentaine d'années. Plusieurs politiques d'assainissement de la capitale ont jusque-là échoué. Pourquoi? Comment lutter contre l'insalubrité à Conakry? Ces questions sont en débat au sein du gouvernement, comme le témoigne ce reportage signé Alia Kamara. Mercredi 6 juillet 2016, la grande prière de la fête des Ramadans avec un sujet surprise, la question de l'assainissement de Conakry. Une décision du secrétariat général aux affaires religieuses pour impliquer tout le monde dans la chaîne de gestion des ordures. On a constaté que la ville est sale. Si vous allez dans les marchés, vous vous rendrez compte de l'ampleur du problème. C'est la raison qui a poussé les affaires religieuses thématiques comme sermons dans toutes les mosquées pour encourager les gens à s'impliquer dans l'assainissement. Si la politique de l'assainissement depuis 2013 ne produit pas les résultats escomptés, les choses sont en passe de se normaliser. Lors de sa dernière sortie médiatique, le ministre porte-parole du gouvernement a esquissé une nouvelle piste. Le retour très probable du service public de transfert des déchets dans le portefeuille du gouvernorat de Conakry. Jusque-là, le SPTD était logé là, au ministère de la décentralisation. Pour un problème bien précis, on avait transféré le SPTD, en tout cas les compétences du SPTD, au ministère de l'administration du territoire. Ce qui apparemment n'a pas permis de faire fonctionner la machine à assainir la ville de Conakry, le système, de manière optimale. Il est question aujourd'hui de rétablir les choses telles qu'elles sont, en respectant les prérogatives des uns et des autres, pour que ça marche. Un réajustement de la politique de l'assainissement soutenu par toute la machine gouvernementale et un rapport étroit avec la vision Conakry 2040. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est attendu au Maroc pour nouer des partenariats avec des structures devant appuyer les services publics guinéens. Et parmi les 5 communes de Conakry, Matoto est la plus sale selon le dernier classement du gouvernorat. À la mairie de la commune, cette annonce ne retentit pas bien. Notre équipe est allée sur place pour entendre les responsables sur la question. Mohamed Lamine Kamara nous en dit plus. Matoto, la plus grande commune de la capitale, mais visiblement elle est également la plus sale des collectivités de Conakry. Le long de l'autoroute Fidel Castro, le constat choque depuis des années. Des dépotoirs sauvages sont entretenus sous le nez et les barbes des responsables locaux des quartiers riverains. À Gbessa Cité 2 par exemple, les vendeuses du grand marché et certains citoyens se débarrassent de leurs charges d'ordures en pleine chaussée. L'insalubrité aujourd'hui dans notre commune est devenue aujourd'hui un problème très majeur, préoccupant, qui nous préoccupe nous tous. Donc ce n'est pas facile aujourd'hui pour nous les usagers, y compris le bas peuple, de rester à côté de cela. C'est un problème énorme aujourd'hui. Dans la plupart des 37 quartiers de la commune de Matoto, l'insalubrité s'est installée. Les fossés de 2 mètres de profondeur sont complètement bouchés. L'inefficacité des petites et moyennes entreprises de collecte d'ordures est pointée du doigt. Ici, on en compte 15. Regardez aussi le véhicule qui est tombé dans le caniveau là-bas. Donc, regardez, c'est à cause de la ordure là que le véhicule là est tombé dans le caniveau. Donc, on voit ici, regardez les ordures qui sont là. Pour certains responsables des PME, l'accessibilité dans beaucoup de secteurs se pose, même si certaines d'entre elles fonctionnent normalement. Vous avez vu, comme vous dites comme ça, le bac d'ordures est rempli. C'est le problème de transfert qui se pose là. Les PME n'ont pas les moyens d'assumer ce transfert. C'est le gouvernorat chaque fois qui nous aide à faire ce transfert. Dans cette commune, une action civilo-militaire a été engagée récemment par l'armée nationale. La plupart des points noirs ont été débarrassés de leurs immondices. Quelques jours après, ces endroits dégagés sont méconnaissables. C'est le cas des marchés de Matoto et Anta.
Les bacs à ordures se sont vite remplis et les déchets traînent à même le sol. La semaine passée, les militaires étaient là pour le ramassage. Ils sont bien faits, les femmes ont applaudi. Et après sur ça, ça n'a même pas fait une semaine. Les ordures sont là encore. Et on ferme une montée encore. À chaque fois que nous rencontrons les autorités du marché, et ils prennent toujours les dispositions. Mais je pense que c'est au niveau du SPTD et monsieur le maire de la commune de Matoto. À la mairie de la commune de Matoto, notre équipe de reportage n'est pas la bienvenue. Le président de la délégation spéciale et son chargé de l'assainissement n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Dans cette commune, 6 camions de ramassage d'ordures sur 9 sont immobilisés. Je vous l'annonçais en titre, le baccalauréat débute demain sur toute l'étendue du territoire national. 90 000 candidats vont affronter les premières épreuves. Quel est leur état d'âme en ce moment? À quelle heure, à quelques heures de l'examen? Où en sommes-nous avec les préparatifs? Rose Pocho s'est rendue dans certains centres d'examen de Dixine et Kaloum. Témoignage dans ce reportage. Au centre d'examen Dixine Centre 1, l'ambiance des dernières heures. Il est 15 heures, les candidats sont encore à la recherche de leur PV. C'est le cas de Williams, candidat en sciences maths. Je suis venu regarder mon PV, si vraiment il n'y a pas d'erreur, et regarder ma salle, si ma place, je l'ai mis. Oui, je l'ai vu, sauf qu'il y a une petite erreur sur ma date de naissance. C'est pas inquiétant, demain je pourrai rectifier sans problème. Pour les surveillants, l'heure est à la concertation. Objectif, s'assurer que tout le dispositif sécuritaire et matériel nécessaire est en place. Nous avons tout le matériel, nous avons les fiches de table, nous avons les cahiers de brouillon, nous avons les copies sur lesquelles les enfants doivent faire les évaluations. Les salles de classe sont prêtes. Donc les surveillants sont venus enlever aujourd'hui tous les surveillants sont venus enlever leur badge. Il y a 22 surveillants pour 11 salles de classe. Même constat à l'école primaire du centre d'examen unique de Kaloum. Ici, le retard dans l'acheminement des feuilles et des feutres inquiète. Il reste seulement des feuilles d'examen qu'on n'a pas reçues encore jusqu'à aujourd'hui. Nous attendons les feuilles d'examen, mais nous avons ici l'emploi de temps. Nous avons les fiches de table, nous avons ici la craie, les cahiers de brouillon des candidats, mais il nous manque des feutres. Des feutres, on n'a pas reçu encore. Peut-être que d'ici demain, on va recevoir des feutres. Au service examens nationaux, la sécurité et la discrétion sont omises. Le slogan « Tolérance zéro » est de mise. Pour l'instant, aucun problème n'est signalé à Conakry et à l'intérieur du pays. 90 330 candidats, dont plus de 30 000 candidates, sont attendus dans les différents centres du pays. Nous sommes prêts parce que j'ai beaucoup révisé et j'espère que tout va se passer dans les meilleures conditions. Je vous amène cette fois à Lansanaya, en banlieue de Conakry, à la découverte de 2 jeunes saponificateurs. Vous allez le voir, ils se sont associés pour créer une unité de production de savon, un exemple d'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage. Comment sont-ils arrivés là? C'est une histoire que nous raconte notre reporter Thierry Diallo. Suivez. Au lieu de fabrique de savon à Lansanaya, Amadou et Wouri tentent une nouvelle aventure dans leur vie. L'un est diplômé en économie-gestion, l'autre est titulaire d'un baccalauréat. Leur rêve, développer leur initiative pour conquérir le marché guinéen. Un projet auquel ils croient fermement, fort d'un savoir-faire acquis après 3 ans d'expérience en Côte d'Ivoire. Je suis parti en Côte d'Ivoire, je faisais le petit marché, donc à l'aide ça j'ai vu ce métier, ça m'a vraiment plu. Donc je me suis confié à un maître, il m'a appris ce métier. J'ai appris beaucoup avec lui. Maintenant, rester en Côte d'Ivoire, là-bas, il fait un temps, donc ça n'allait pas. J'ai pris la tangente. J'ai préféré venir avec le maigre moyen que l'homme a. On est venu avec mon ami là, on a vraiment initié d'ouvrir ce truc. Parce que voilà, la saponification. Leur savon, ils l'ont nommé Étoile. Pour l'obtenir, ils procèdent à une série de mélanges de divers produits
pour la plupart achetés sur le marché local, en prêtant beaucoup d'attention au dosage. La nouveauté par rapport à nous, nos savons, on ne les fait pas au hasard, on passe par des données, par l'appareil qu'on vous a montré là. On mesure avec ça. Donc même le kabakodo que nous on effectue, il y a une différence entre nos kabakodo et ce qu'on est en train de faire au marché. Parce que nous c'est bien de on connaît la dose exacte. Quand tu travailles avec, ça ne te blesse pas, ça ne te gratte pas rien. Le respect du dosage est aussi bien valable pour la fabrication du savon que pour la production de cette poudre savonneuse. Vous pouvez laver les habits, vous pouvez laver vos maisons, vous pouvez, vraiment c'est très efficace. Cela fait près d'un an qu'ils ont décidé d'associer leurs compétences et leurs ressources financières pour mettre au point ce savon. Après la production, c'est le défi de la commercialisation qu'il faut relever. Dans quelques boutiques, leurs produits tentent de se faire une place au soleil avec un prix attractif. Malgré les actes d'encouragement et les premiers résultats obtenus, Amadou et Wouri savent que le chemin est encore long avant de parvenir à leur but. Un obstacle majeur entrave leur évolution. Si nous comptabilisons ce que nous avons pu faire, on a les 7000 morceaux qui sont déjà dans le marché. Et donc là, ce qui nous manque beaucoup, c'est l'équipement. Parce que l'équipement, au niveau de l'équipement, il a parlé tout de suite d'une machine qu'on appelle la machine d'extraction à huile de palmiste. Et aussi, on a besoin d'une table qu'on appelle table malaxeur de coupe. Tous deux, animés par la volonté d'évoluer et de réussir dans la saponification, ces jeunes Guinéens souhaitent, à travers leur initiative, servir d'exemple et contribuer à la création d'emplois et de richesses. Nous revenons sur ce sujet qui nous amène à la découverte de nouvelles briques en expérimentation dans le pays. Elles sont fabriquées à l'aide de machines rapides et faciles. Un projet de la Société nationale de promotion immobilière, SONAPI, Bernard Tonguino. Ces équipements appelés machines hydraformes servent à confectionner un autre modèle de briques, les BTS, briques en terre stabilisées. Des briques qui permettent d'élever un mur sans utiliser du ciment. À travers cette projection vidéo, les promoteurs de la technique présentent les facilités liées à l'utilisation des briques hydraformes. La vision du chef de l'État, un toit pour chaque Guinéen, donc un logement social vraiment pour les Guinéens. Je pense que la solution à cela, c'est ce projet hydraforme. Il sera économique, il sera esthétique, il sera à la portée de tous les Guinéens dans la mesure où nous avons les matériaux, surtout locaux sur place. Pour la promotion immobilière, 24 machines hydraformes ont été commandées par l'État guinéen. C'est lot de 10 machines vient s'ajouter à 14 autres machines déjà stationnées dans la ville de Kankan. Le gouvernement a à cœur de doter toutes les préfectures de ces machines-là. Comme vous avez vu tout à l'heure dans la projection, les communautés elles-mêmes peuvent se prendre en charge pour transformer nos villages en petites villes modernes. Avec ces briques, même en cas de tremblement de terre, ces briques peuvent résister jusqu'à 7 sur l'échelle de Richter, ce qui voudrait dire que ces maisons seront faites pour une fois pour toutes. Avec une capacité de production de 2000 à 4000 briques par jour, ces machines hydraformes pourraient constituer un facteur de croissance à l'habitat à moindre coût. La technique devrait être vulgarisée à travers le pays et des sites d'installation des machines seront identifiés dans les prochains jours. Des images d'enfants toujours en quête et souvent seuls dans les rues, en quête de Salimafo, parfois face à des inconnus. Pourquoi sont-ils seuls et en groupe? Pour certains, malgré les risques de disparition ou d'accident, c'est un phénomène courant lors des fêtes ou des jours qui suivent. Valérie Talimanet. À Conakry, l'ambiance de la fête de Ramadan est encore dans les esprits. Les lieux de loisirs sont bourrés de monde. Les enfants sont les plus nombreux. Plusieurs d'entre eux sont en quête de ce qu'ils appellent le Salimafo, un cadeau de fête, comme le témoignent ces garçons de 9 ans. Je vais aller, le parti de ma tante, de chercher de l'argent.
de bonnes fêtes. Seuls ou accompagnés, ces enfants réclament parfois le salimafo à des inconnus. Certains parents mesurent les risques de perte ou d'accident de la circulation les jours de fête. Ils décident de suivre leurs enfants pour assurer leur sécurité. Moi, je voulais sauter avec mes enfants pour les faire plaisir. Je ne veux pas que l'enfant seulement sorte. Je voulais sauter avec eux ensemble pour qu'ils ne fassent pas accident ou bien autrement. Ayaï Satoubari a 11 ans. Elle est admise pour la 6e année. Après une année scolaire chargée, elle profite de la fête pour se détendre. C'est le début des vacances pour elle. Je vais jouer très bien. C'est à cause de ça. Parce qu'aujourd'hui encore c'est la fête. Depuis tout le temps passé, je n'ai pas joué des choses pareilles. À Conakry, comme à l'intérieur du pays, les enfants profitent des fêtes pour être entre amis, pendant que les risques de les laisser seuls sont énormes. Chaque année, les fêtes sont suivies de pertes d'enfants. L'occasion pour certains observateurs d'interpeller les parents sur la surveillance des tout-petits les jours de fête. Et puis ce communiqué du secrétariat général des affaires religieuses. Le secrétariat général des affaires religieuses, en collaboration avec le ministère de la Santé, a le plaisir d'informer les fidèles musulmans candidats au pèlerinage 2016 au lieu saint de l'islam que les opérations de la visite médicale d'aptitude se tiendront dans les hôpitaux préfectoraux, régionaux, nationaux, ainsi que dans les centres médicaux communaux de la zone spéciale de Conakry à compter du jeudi 7 juillet 2016. Le présent communiqué tient lieu de convocation. Le secrétaire général Abdul Karim Djoubaté. Je vous emmène à Pékin à la découverte du musée national du cinéma chinois dont le succès est associé au parcours de grands acteurs connus du grand public, Bruce Lee, Jackie Chan par exemple, des figures emblématiques du cinéma chinois, et nos envoyés spéciaux Alia Alama Bangoura et Isidore Godona Nanamou se sont intéressés à ce conservatoire national. Reportage. National du cinéma chinois constitue la toute première activité officielle de la délégation guinéenne à Beijing. Depuis le premier niveau de cet immeuble au 4e niveau, en passant par le 2e et le 3e niveau, les vestiges et les grands moments du cinéma chinois sont exposés. Dans ce musée, au 3e étage, il y a une salle d'exposition sur les films de Hong Kong. Là, vous avez une présentation d'une série de films de Jackie Chan et de Bruce Lee. Donc je crois que ces personnages-là, vous connaissez mieux que les autres personnages, que les autres acteurs chinois. Oui. Ces archives témoignent on ne peut mieux l'histoire du cinéma dans ce pays où l'industrie du film est une source économique. On a organisé une visite ici, c'est pour vous permettre de découvrir le développement cinématographique en Chine, pour voir aussi l'histoire du développement cinématographique de notre pays. Oui. Suite à cette visite, notre équipe a compris que le succès du cinéma chinois à travers des noms comme Bruce Lee, Jackie Chan, n'est pas fortuit. C'est une suite logique du grand boulot abattu par les anciens. Religion, l'Église catholique a un nouvel abbé, Maurice Kamano. Il a été ordonné prêtre à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Ce jeune abbé s'est engagé devant ses pairs à servir l'Église. Abbé Maurice rejoindra prochainement la paroisse Notre-Dame des Monts de Amdalaï. Saint-Martin Francinaduno a suivi pour nous cette cérémonie. Reportage. Maurice Kamano est ordonné prêtre. On l'appellera désormais abbé. Un titre qui désigne le chef d'une église après être élu par ses pairs. Imposition des mains, onction de l'huile bénite, le cocktail est suffisant pour consacrer Abbé Maurice dans sa nouvelle mission d'évangélisation et de promotion humaine. Après la cérémonie, le nouvel abbé indique son engagement à s'acquitter de la charge qui lui est confiée. Être prêtre est une charge très lourde, mais aussi très noble, parce qu'on est appelé par le Christ, on est configuré au Christ. Le prêtre doit, par sa parole, par ses actes, imiter le Christ, faire en sorte que les hommes et les femmes se convertissent, suivent les pas du Christ et obtiennent par la suite le salut.
À 34 ans, l'abbé Maurice Kamano reste l'un des plus jeunes prêtres de l'Église catholique de Guinée, pendant que les vocations sont peu nombreuses chez les jeunes. L'occasion pour l'archevêque de Conakry d'interpeller les familles sur le sujet. La mission du nouvel abbé est rendue publique pendant la messe. Mon cher Maurice, Jésus vous envoie aujourd'hui en vous donnant des consignes claires. Il s'agit de vous consacrer pleinement à sa mission, la mission qu'il vous confie aujourd'hui. Une mission qui vise essentiellement à travailler d'arrache-pied pour que le monde sente ici et maintenant la proximité de Dieu. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Abbé Maurice Kamano appartient désormais à la paroisse Notre-Dame des Monts d'Amdalaï, où il célébrera sa première messe le 24 de ce mois. Une annonce bien accueillie par ses futurs paroissiens. Nous sommes contents, très contents. On remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant. On prie pour tous ceux qui adhèrent à la religion, parce que c'est la première base pour un enfant de connaître les hommes et Dieu, surtout Dieu. Nous sommes dans la joie, c'est vrai, mais je crois que cette ordination est un appel aux parents. Nous devons œuvrer, nous parents, dans un environnement socio-éducatif qui puisse susciter des vocations sacerdotales. La Guinée en a besoin. Nous n'avons pas assez de prêtres. Le travail est énorme. Aujourd'hui, nous disons merci au Seigneur qui nous donne un serviteur de plus. Abbé Maurice Kamano est diplômé en théologie des grands séminaires Jean 23 de Kindia et Saint-Augustin de Samaya de Bamako, après une maîtrise en droit public à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Aujourd'hui consacré, le jeune prêtre déclare que son seul souci est de s'acquitter au mieux de la mission qui lui est confiée auprès de ses confrères. Comme l'indique la devise qu'il a choisie, la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. On termine avec cette nouvelle de l'UEFA Euro 2016 en France. On a joué ce soir la dernière journée des demi-finales. On note la victoire de la France face à l'Allemagne, 2-0. Un doublé du joueur de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann. La finale est prévue ce dimanche 10 juillet à l'affiche Portugal-France. Rencontre à suivre sur les antennes de la télévision nationale. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Tougué, Dakar, New York et partout aux États-Unis. Demain, vous serez, et pour tout le week-end, vous serez avec Médine Konaté pour vous informer. Bonsoir. Bridel, du lait de qualité, nouveau et produit de France et d'Allemagne. Découvrez Bridel, du lait entier liquide ou en poudre instantanée. Besoin de vitalité? Retrouvez la grande qualité et l'excellence goût du lait Bridel. Pour le petit déjeuner ou la pâtisserie, Bridel vous offre son lait en poudre instantané ou le lait concentré non